Merci d'être toujours avec nous cet après-midi au Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale Supélec, dans la salle André Michelin. Dans la prochaine session, on va voir très concrètement comment une innovation scientifique devient un soin réel pour les patients. Entre la recherche, la technologie et la pratique médicale, il y a souvent un long chemin. Et la genographie en est un exemple très parlant. Mieux comprendre le mouvement pour mieux soigner les articulations. Pour en parler, nous accueillons Nicolas Hagemeister. Elle est professeure à l'École de technologie supérieure de Montréal et directrice de l'Institut e-Tech Santé. À ses côtés, Laurence Chaise, responsable du parcours biomécanique du master mécanique à l'Université Lyon 1 et directrice adjointe du laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs. Et enfin, Alexandra Roren, professeure en sciences de la rééducation et de la réadaptation à l'Université Paris-Cité. Cette discussion sera menée par Anne-Jean Blanc, journaliste au Point. Je vous laisse la parole. Très bon échange à toutes. Merci. Mais oui, nous sommes que des femmes. Oui, évidemment, évidemment. Alors, selon les études, 25 à 30% des adultes souffrent du genou au cours de leur vie. L'arthrose atteint cette articulation chez environ 10% des hommes et 13% des femmes de plus de 60 ans. Et enfin, jusqu'à 40% des blessures sportives concerneraient le genou. Et quand on a un problème de genou, on a évidemment un problème de locomotion. C'est quelque chose d'important. Et vous allez voir que la solution qui est proposée par ces dames-là a vraiment un intérêt majeur pour toutes les personnes qui ont un souci de genou. Donc c'est la genographie. Nicolas, en quoi ça consiste ? C'est une technologie qui finalement revient à faire un laboratoire de mouvement miniature. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé les endroits sur le genou où la peau bouge le moins pour clamper un harnais sur lequel on va mettre des petits capteurs de mouvement. On va peut-être mettre la vidéo pendant que vous parlez, vous la verrez devant. Comme ça, vous allez pouvoir expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc le harnais il vient se clamper sur la cuisse, il se met sur le devant du tibia où la peau bouge un peu moins. Vous voyez les petites billes blanches qui correspondent aux capteurs de mouvement, qui sont repérés par une caméra. Donc c'est pas du tout irradiant comme technologie. Et la personne va marcher sur un tapis roulant. On va détecter pendant la marche les dysfonctionnements de ce patient en particulier. Donc pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir relier les petits capteurs avec les os sous-jacents que vous voyez bouger ici à l'écran. Et donc, des années d'études ont permis de déterminer ce qu'on appelle des facteurs mécaniques de certaines maladies du genou à la marche. Donc, à l'intérieur des courbes, on va mesurer des maximums, des minimums, des pentes. Et ces facteurs-là, on est capable de les relier à la douleur et aussi à des exercices qui permettent de corriger ces facteurs. Donc, on renvoie les gens à la maison avec un programme d'exercice qui cible leur dysfonctionnement personnel. Donc, ce n'est pas un programme générique d'exercice. Alors, Alexandra, pour quel type de patient ? Alors, nous, on a surtout travaillé, donc je suis kinésithérapeute et rattachée au service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Cochin. Donc, on a surtout travaillé ces dernières années avec des patients qui ont un syndrome douloureux fémoro-patellaire. Alors, le syndrome douloureux fémoro-patellaire, c'est douloureux, c'est au genou, donc c'est une douleur antérieure et autour de la rotule, et c'est une douleur qui apparaît quand on est en charge, genou fléchi. C'est une douleur qui est très fréquente et qui touche toute la population, mais qui touche particulièrement les femmes jeunes dynamiques, donc les femmes, les jeunes sportives. Et nous avons donc, avec un étudiant en thèse, Marvin Coleman, et la collaboration de Nicolas Hagemeister, nous avons pu mieux décrire donc les dysfonctionnements des mouvements du genou dans cette population particulière où, ce syndrome, il est encore très mystérieux, bien qu'il soit très fréquent, et on n'arrive pas bien à le traiter, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent plus de 3 mois, et puis la majorité des gens, bien qu'ils soient traités, ont des épisodes de douleurs récurrentes, donc les douleurs réapparaissent. Donc c'est vraiment un enjeu de trouver un traitement plus efficace, et parmi les outils qu'on a, donc ceux
ce dispositif a permis de montrer qu'il y avait sans doute des sous-groupes de patients et qu'il ne fallait pas les traiter tous comme étant des patients ayant un syndrome douloureux fémoro-patellaire, mais qu'il y avait des sous-groupes avec des gens qui ont vraiment donc une difficulté à maintenir la jambe dans l'axe, d'autres personnes, un autre sous-groupe qui a sans doute surtout une déficience musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers. Donc on en est là à la phase descriptive, à la phase de description des catégories de patients, dans l'objectif, bien sûr, de trouver des traitements plus adaptés et plus efficaces. Alors, avant de parler des traitements plus adaptés, plus efficaces, on sait à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est une mauvaise position puisque vous étudiez la posture ? Alors, la personne n'est jamais en cause, c'est jamais de sa faute. Hein, ça jamais, voilà, de toute façon. Jamais, voilà. C'est multifactoriel, hein, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des facteurs anatomiques qui prédisposent. Hein, il y a des axes particuliers entre le fémur, donc qui est le gros os de la cuisse, et le tibia. Il y a aussi des types de relief anatomique sous la rotule ou des types d'anatomie de la face profonde de la rotule qui peuvent expliquer qu'elle soit moins bien stabilisée. Mais malgré son nom, le syndrome douloureux fémoro-patellaire, ce n'est pas qu'un problème de rotule. Et grâce à la génographie, on s'intéresse vraiment aux membres inférieurs dans sa totalité, puisque cette pathologie, elle implique aussi des dysfonctions au niveau de la hanche, donc des déficits musculaires au niveau de la hanche et des déficits de posture au niveau du pied. Alors, avant que Laurence nous parle des prothèses, et c'est vraiment intéressant, Nicolas, quand même quelques mots sur l'arthrose du genou. Est-ce que cette technique est très utile pour les personnes qui souffrent d'arthrose ? Est-ce qu'il y a différentes formes d'arthrose ? Effectivement, alors c'est intéressant parce que l'arthrose, c'est une dégradation du cartilage du genou. Ça se diagnostique avec une radiographie. La radiographie, c'est un test statique et ce qu'on sait par la littérature et ce qu'on a pu constater nous aussi, c'est que c'est pas parce que la radiographie indique une maladie très avancée que les gens ont nécessairement très mal, et à l'inverse, la radiographie peut montrer peu de choses et le patient souffre beaucoup. D'où l'idée d'évaluer le patient en mouvement. Et donc, au laboratoire à Montréal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait des études de répétabilité, de précision, pour voir si ce qu'on mesurait, c'était utile. Et puis après, on a fait une très grande étude à travers la province du Québec pour tester si l'introduction de cette mesure et les exercices qui sont recommandés pour les personnes qui ont de l'arthrose permettent d'aider les patients. Et ce qu'on a vu, c'est que oui, ça aide, les gens ont moins mal, recommencent à bouger, retrouvent leurs activités de la vie quotidienne. Donc, c'est là qu'on a pu démontrer l'utilité clinique de cette technologie. Puis si je veux juste faire un court parallèle, c'est un peu comme un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme du genou. On a une courbe. En 1929, Einthoven a mis des électrodes sur le torse. Il a dit « Ah tiens, j'ai une courbe ». Mais entre le moment où on a la courbe et le moment où on s'est relié cette courbe-là à des maladies, des diagnostics et des prises en charge, ça prend beaucoup de temps. Alors, de temps en temps, malheureusement, l'arthrose, elle évolue suffisamment pour qu'on passe à la prothèse. Alors, Laurence, comment vous utilisez-vous cet examen avant la mise en place d'une prothèse ? Alors justement, la prothèse de genou, contrairement à la prothèse de hanche, il y a encore pas mal d'insatisfaction après la pose de la prothèse, même avec un bon chirurgien. Et d'où les questions sur pourquoi autant d'insatisfaction sur ce type de prothèse. Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte, c'est bien sûr multifactoriel. Et une des choses qui est intéressante à regarder, c'est la façon dont le patient marche avant son opération, puisque, comme on a dit, il y a plusieurs types d'arthrose. Donc, chaque patient va avoir sa propre démarche. Et c'est intéressant d'avoir cette information avant de poser une prothèse, de manière à adapter au mieux à la fois le type de prothèse, parce qu'on a, par exemple, des patients qui ont encore des ligaments qui fonctionnent très bien. Et donc, il y a des prothèses qui permettent de conserver les ligaments des patients. Et donc,
d'être moins invasifs quelque part, moins contraignants, et puis au contraire des prothèses qui vont, par leur géométrie, remplacer la fonction de certains ligaments. Donc pour le choix du type de prothèse, mais également sur la façon de poser la prothèse. Donc quelques années en arrière, on avait tendance à dire on va mettre la prothèse, les différents compartiments de façon à ce que la jambe elle soit bien droite. Ça permet de tout équilibrer, c'est parfait. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi parfait que ça pour tous les patients. D'où le chirurgien qui dit « Madame, c'est parfait, votre genou est très droit » et la patiente qui dit « J'ai toujours mal ». Voilà. Donc c'est un petit peu pour prendre en compte ces spécificités des patients d'un point de vue fonctionnel pour mieux planifier leur chirurgie et essayer de les rendre plus satisfaits après coup. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le début de carrière de cet examen. Ça a commencé comment, Nicolas? Parce que c'est employé au Québec depuis 2011, à Lyon depuis 2012 et à Paris depuis 2015. Mais le début, comment ça a commencé et comment ça a été accepté éventuellement par les chirurgiens orthopédiques? Alors, vraiment, au tout début, on avait un chirurgien orthopédiste spécialiste des réparations des ligaments croisés du genou, avec une prothèse. Et historiquement, ces prothèses-là ne tenaient pas très longtemps, ça finissait par casser. Il faut comprendre, c'est comme une sorte de petit cordon. Et à chaque pas, le petit cordon, il se tord. Et donc, si vous tordez un petit cordon suffisamment souvent, il finit par se casser. Et il est venu nous voir en disant « J'aimerais bien pouvoir mieux orienter mes tunnels pour placer mon cordon en question pour qu'il se torde le moins possible. » Pour ça, il avait besoin d'une mesure précise des mouvements des os. Classiquement, en analyse du mouvement, on met des capteurs sur la peau. La peau, ça bouge par rapport à l'os, donc on va dans des grands laboratoires mesurer essentiellement le mouvement de la peau et pas de l'os en dessous. Donc c'est là qu'on a commencé à essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de clamper ça. Alors il y a des gens historiquement qui ont carrément vissé des tiges à l'intérieur des os. Bon, ça c'est pas tout à fait faisable au quotidien. Et donc, ça a commencé comme ça en 96, où on avait notre premier prototype. On a travaillé après avec des designers de Lausanne qui nous ont aidés à designer ça de manière un petit peu plus utilisable au quotidien. Et puis après ça, on a fait des études justement de précision. On a regardé avec une image fluoroscopique, c'est de la radiographie vidéo. Est-ce que ce qu'on mesure, c'est plus précis que si on met les capteurs sur la peau? Donc, on passait d'une erreur de 20 mm, 2 cm de déplacement des capteurs par rapport à l'os en dessous à 2 mm. Et donc, maintenant, on peut mesurer non seulement ce qu'on voit assez bien à l'œil nu, la flexion-extension, mais des petites rotations. À chaque pas, en fait, le genou, il va avoir un mouvement ici dans le plan frontal qui s'appelle l'abduction, puis une rotation aussi, mais c'est quelques degrés. Ça ne se voit pas bien à l'œil nu et puis ça disparaît dans le bruit de mesure si on met des capteurs sur la peau. Et donc, ces travaux-là ont été présentés à l'Académie de chirurgie américaine, notamment? Alors, ça, c'est vraiment la fin du parcours. Donc, on a d'abord fait... de 96, vous calculez ça, 30 ans où on a donc fait d'abord des études de répétabilité, de précision, ensuite des petites cohortes pour voir est-ce que dans ce signal, il y a une information cliniquement utile. Est-ce que c'est sensible à une intervention, par exemple une physiothérapie, ou une kinésithérapie? Est-ce que ça change quelque chose finalement? Après, on a fait cette grande étude sur 1000 patients au Québec avec et sans genographie. Et c'est suite à la publication de cette étude que l'Académie américaine des chirurgiens orthopédistes a recommandé dans ses guides cliniques, ça c'est vraiment un peu la consécration pour nous chercheurs, que c'était une façon utile d'intégrer ça dans le plan de traitement. Parce qu'il faut toujours se demander, je développe une technologie, oui, mais est-ce que ça va changer la façon de prendre en charge le patient ou pas? Et donc, ouais, ça c'était en 2011 au Québec. Oui, non, l'Académie des chirurgiens, ça c'était 2022, je crois, ou 3. D'accord, donc c'est assez récent quand même. Oui. Donc auparavant, cette technique, donc la genographie, c'est ça, est arrivée à Lyon en 2012. Vous avez fait comment pour la faire venir jusqu'à chez vous? Il se trouve qu'on travaillait un petit peu déjà avec Nicolas sur d'autres choses, notamment l'articulation de l'épaule à l'époque. Et puis, donc moi, je travaillais avec des chirurgiens pédiatriques plutôt,
qui utilisaient les systèmes classiques, où on met les marqueurs sur la peau. Certes, il y avait des erreurs, mais sur des troubles majeurs de la locomotion en 3 dimensions, ça apportait quand même quelque chose pour la prise en charge de leurs patients. Par contre, effectivement, les chirurgiens orthopédistes, on n'avait pas de solution à leur proposer pour prendre en compte la fonction du genou. Et donc, il y a les premières études qui ont commencé de répétabilité, de précision, qui ont commencé à sortir à cette époque-là, environ 2012. Et pour moi, c'est vraiment le déclic. C'est-à-dire qu'on a pu aller voir les chirurgiens orthopédiques en leur disant, maintenant, c'est bon, on a moyen de mesurer précisément, objectivement, la fonction du patient. Et donc, on va pouvoir utiliser ça pour aider la meilleure prise en charge des patients. Après, c'est vrai que les chirurgiens, à l'époque, ils avaient l'habitude de travailler, comme on disait, à partir d'une radio. Ouais. C'était un gros changement et pour eux, il fallait remettre en cause ce qu'ils ont appris pendant toutes leurs études. C'est pas forcément facile. Ce qu'on verra après. Pour l'instant, je voudrais savoir pourquoi ça a mis 3 ans de plus encore pour arriver jusqu'à Paris. Parce que le TGV, ça va plus vite que ça, normalement. Oui, mais normalement, traverser l'Atlantique, ça peut mettre 30 ans. Donc, ça a été relativement rapide. C'est entre Lyon et Paris, ça a pris un peu de temps. Paris, ça n'a pas été trop rapide. C'était notre ancien chef de service, le professeur Serge Poiraudot, qui avait, je pense, une démonstration lors d'un congrès. Alors, la biomécanique, c'était pas du tout sa spécialité, c'était pas son centre d'intérêt principal, mais tout de suite, il a compris que nous allions pouvoir avoir accès à des données précises, validées. Validées, ça veut dire qu'elles sont exemptes d'un grand nombre d'erreurs. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, il est proche du réel et qu'on allait pouvoir avoir ça en dynamique. Donc, pour des rééducateurs, ça semblait très intéressant de pouvoir faire un bilan du patient initial et puis un bilan du patient en fin de traitement. Parce qu'il faut bien s'imaginer que ça existait des systèmes d'analyse du mouvement, mais c'est des systèmes de laboratoire. C'est-à-dire c'est une pièce de laboratoire avec une multitude de caméras et puis avec un post-traitement des données qui est complexe, tandis que là, c'est un système qui est précis, qui est validé, qui est fiable et qui peut se mettre dans un service, puisque nous, on l'avait dans un service clinique, parce que c'est relativement compact. Il y a un petit tapis roulant. Il faut un petit tapis roulant et puis une caméra et puis des arceaux. Donc voilà, c'était ça la très grande innovation. Ça dure combien de temps l'examen? Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, à peu près. Une vingtaine de minutes. Ah oui, donc on peut avoir plusieurs patients à la suite. Enfin, c'est quelque chose. Alors justement, vous avez commencé à aborder ce sujet, Laurence. L'accueil des médecins, ça leur faisait pas plaisir du tout d'avoir un instrument qui pouvait les aider quand même dans leur pratique? Disons qu'il fallait changer leur façon de faire. Donc ça, c'est pas toujours facile dans différents domaines, mais dans le domaine médical et chirurgical, c'est peut-être encore moins facile qu'ailleurs. Et donc, il fallait qu'il y ait des gens qui soient un peu visionnaires, qui aient envie vraiment de faire bouger leur domaine et qui aient les épaules pour ça. Et on a la chance à Lyon d'avoir eu cette opportunité. Et à Québec, vous avez eu d'emblée des chirurgiens qui ont adhéré? Oui, alors je dirais oui et non, dans le sens où ils ont dit « Ah ouais, super, formidable ». Et quand après, on leur demandait « Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas ?» Ils disaient « Oh non, j'en ai pas besoin ». C'est toujours pareil. Et finalement, on s'aperçoit, c'est quand même, pour l'instant, ça a beaucoup, grâce à notre étude clinique, où il a fallu ouvrir des petits centres d'accès. Vous savez, le Québec, c'est grand, hein. Donc, il fallait que la génographie soit accessible. Donc, il y a eu des cliniques de kinésiologues, kinésiothérapeutes, chez nous, ça s'appelle des physiothérapeutes, qui ont ouvert un peu partout et qui ont offert ce service. Et donc, il est devenu plus accessible dans ces centres-là, je dirais. Pour la petite histoire, parce que l'analyse quantifiée du mouvement est remboursée ici en France par la Sécurité sociale, il y a une clinique à Lyon qui offre le service et il y a un remboursement. Au Québec, ce n'est pas encore le cas. Et à Paris, Cochin, ça appartient à la PHP. Est-ce que les autres hôpitaux ont aussi utilisé cette technique? Alors, pas à ma connaissance. Et nous, effectivement, nous, on a une tarification globale, sans rentrer dans les détails, d'hospitalisation de jour. Donc, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de cette tarification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supplément, il n'y a pas de coût supplémentaire pour le patient. Et alors, moi, les médecins de médecine physique et de réadaptation, ils étaient très favorables. Tout le monde était très favorable jusqu'à ce qu'on se pose la question, qui va le faire maintenant? Parce qu'il y a quand même
un temps de formation à l'évaluation pour le faire de façon correcte, et puis un temps, même s'il est relativement court, de réflexion autour de l'analyse des données, etc. Voilà, nous, l'obstacle qu'on a un peu rencontré, c'est ça, c'est pendant qu'on fait ça, eh bien, on ne fait pas autre chose. Alors, est-ce que chez vous au Québec, c'est aussi fait par des paramédicaux? Est-ce que ça peut être fait par ce que vous appelez des physiothérapeutes et que nous on appelle des kinésithérapeutes? Ça peut même être fait par des technologues. Il suffit de former quelqu'un qui va apprendre à poser l'appareil et puis à faire le test. Ça ne demande pas une formation médicale à la base. Donc, par contre, là où je rejoins Alexandra, puis on a le même problème au Québec, c'est qu'il faut que quelqu'un soit dans le service dédié à l'utilisation de l'appareil. Et à Lyon, vous avez des non-médecins qui l'utilisent? Oui, au départ, ça a été beaucoup des étudiants qui faisaient leur thèse de doctorat ou de master, par exemple. Et puis, c'est alors soit des paramédicaux, soit des techniciens, effectivement, ou des ingénieurs des laboratoires qui viennent faire les examens. Dans le monde aujourd'hui, Nicolas, cette technique, elle est utilisée dans combien de pays, par combien de personnes à peu près, hein? Alors, j'ai demandé justement, parce que moi, je ne fais pas partie de la compagnie, c'était très important pour moi de ne pas être associée à eux, de ne pas avoir de... Oui, parce qu'on en reparlera après. Oui, d'accord. Oui. Donc, je leur ai posé la question. Donc, ils m'ont dit 10 000 patients, à peu près 17 000 genoux évalués dans le monde. Les pays dont moi j'ai connaissance, on parle de la France, la Suisse, les États-Unis, le Canada bien sûr, et le Royaume-Uni, de ce que je sais, mais il y en a peut-être ailleurs aussi. Et en France, les chiffres à peu près globalement aujourd'hui entre... Alors c'est difficile à dire parce qu'en France, on est beaucoup encore en mode recherche. Oui. Donc ils ne sont pas comptabilisés comme des patients qui vont vraiment passer à travers un test. À ma connaissance, la seule clinique, c'est la clinique Santi à Lyon, qui reçoit vraiment des patients. Et là, je ne connais pas encore les chiffres, mais ça vient de démarrer il n'y a pas très longtemps. Donc vous disiez que vous avez pris du recul avec les fabricants. Donc qui sont ces fabricants? Comment ça se passe? C'est une société... Alors c'est une femme qui s'appelle Michel Laflamme qui un jour est passée chez nous au laboratoire, qui nous a vu travailler là-dessus, qui a dit « Oh my God, ça c'est génial, on va faire un outil de diagnostic ». Et puis moi, à l'époque, je dis bah « Non, on ne va pas faire du diagnostic, on se calme. Oui, on peut évaluer, mais je n'étais pas du tout... consciente de ce que ça l'importance pouvait... Non, oui. Non, Vous pensiez quoi? Que c'était juste un gadget? un petit jouet sympa à utiliser en recherche, je sais pas, j'avais pas cette vision-là. Et donc elle a créé une start-up qui s'appelle eMovie, qui aujourd'hui emploie une vingtaine de personnes. Et puis après, ça a été un long chemin, bien sûr. Donc première chose, c'est qu'il faut qu'un appareil médical de ce type soit certifié, homologué, qui puisse être vendu au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, il faut demander en Europe le marquage CE, par exemple. C'est un dispositif médical. Exactement. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite de ça, il faut trouver un marché, il faut trouver des investisseurs. Donc, ça a été le long chemin, je dirais, des derniers... donc, c'était 2007 que eMovie a été créé. En 2011, ils ont décidé de créer un centre du genou pour déjà avoir des données sur des patients, ce que nous, en laboratoire, on avait un peu, mais pas autant qu'ils auraient aimé. Je pense que ça a été une très bonne action de leur part, dans le sens où ils ont pu accumuler des données. Et après ça, on a fait beaucoup de recherches partenariales. Donc au Québec, ce qui est assez extraordinaire, c'est que si une compagnie met $1 dans un projet de recherche, on est capable d'aller chercher $3 supplémentaires, voire 4. Et c'est avec ça qu'on a fait la recherche ensuite pour pouvoir démontrer l'utilité clinique de la technologie. Et en France, mesdames, quels sont vos rapports avec cette société? Très indirect. Il se trouve qu'on a de temps en temps des visios parce qu'on co-encadre avec Nicolas un étudiant en thèse qui travaille sur des méthodes autour de ça, mais c'est vraiment anecdotique. Une entente cordiale, mais ils n'interviennent absolument pas. Enfin, vraiment, il y a une séparation franche. Ils n'interviennent pas dans les décisions qu'on prend sur tel projet de recherche, etc. Voilà. Mais est-ce qu'ils vous aident aussi à développer, à utiliser de plus en plus cet appareil en France, quand même?
Alors, est-ce qu'ils nous aident? Comment ça se passe? Je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'ils développent des solutions de plus en plus conviviales, des propositions de traitement de plus en plus complètes. Mais on n'a pas de lien commercial ou de lien intellectuel avec eux. Mais je peux dire que les relations sont tout à fait cordiales. C'est des gens charmants et disponibles. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que la technologie doit évoluer au fil du temps. Donc, Laurence parlait du fait que les chirurgiens avaient du mal à comprendre les données. Au début, on leur montrait des courbes. Ils ne sont pas formés en biomécanique, ils ne savaient pas quoi faire avec ces courbes. Donc là, on est retourné voir la compagnie en disant, écoutez, ça ne marche pas trop. Donc, ils ont réfléchi à une façon de représenter ça. Donc aujourd'hui, ça se présente un peu comme une prise de sang. Il y a du vert qui dit, bon, tout va bien, et puis du rouge qui dit, pas bon. Donc, on évolue comme ça en parallèle et c'est pour ça qu'on fait de la recherche partenariale aussi. Puis, comme dit Alexandre, on a une liberté académique totale. J'aurais eu le droit de présenter des résultats négatifs. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu être... étant co-inventrice, j'aurais pu avoir un retour sur les brevets, etc. Et puis, j'ai toujours dit, non, moi, je veux avoir le droit de dire que ça ne marche pas. Chance que ça marche. Je vous jure, après l'étude clinique, j'avais un peu les chocottes. Je me disais, on n'avait pas le droit de regarder les résultats tant que tout n'était pas terminé. C'était quoi? C'était en double aveugle? C'était comment? Oui, et puis l'analyse était faite par un statisticien indépendant qui ne connaissait pas les groupes ni rien. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais et j'étais super surprise aussi de la clarté des résultats. C'est ça qui est intéressant, c'est que Ces examens sont remboursés en France. Vous savez combien ça coûte? Alors moi, je vous dis, là, je peux difficilement vous renseigner parce que nous, c'est dans le cadre d'un forfait. Ouais, voilà, donc je ne sais pas. Toi, je crois que tu sais mieux que moi. Oui, au Québec, je crois que ça tourne autour de 200$, donc 150€ le genou, grosso modo. Ouais, c'est et on a 150. Ouais, c'est ça. Et on a fait, dans l'étude clinique, on a aussi fait une analyse socio-économique. On a fait noter aux patients leurs dépenses par rapport à leur genou avec et sans la genographie. Et grosso modo, on arrive à 0, incluant le prix. Ça veut dire que les gens dépensent moins, savent mieux quoi faire, mais ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a le test, mais globalement, ça revient à pas plus de dépenses. Et est-ce qu'on pourrait envisager en France des cabinets de kinésie et il n'y a pas pour l'instant? Non, après, c'est tout le développement qu'il faut faire, parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, un plan d'affaires qu'il faut développer. Alors, un temps, ils vendaient tout le système, ensuite, ils se sont mis à prêter le système et facturer à l'utilisation. Là, des fois, ça restait dans un placard, donc ça, c'est pas une bonne idée non plus. Donc ça, je sais pas quelles sont leurs stratégies, mais... Et alors maintenant, si on se met du côté du patient, parce qu'on peut tous avoir mal au genou, est-ce que les patients peuvent agir d'une certaine façon? On ne choisit pas son chirurgien en fonction des techniques qu'il utilise en préopératoire, mais globalement... comment ça peut évoluer et qu'est-ce que les patients peuvent faire pour en bénéficier? Parce que si effectivement, sur le choix d'une prothèse notamment et du syndrome que vous décriviez, on peut les améliorer, c'est les améliorer à moindre coût quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, patients? C'est une très bonne question. Pour l'instant, je pense qu'il faut que ce soit adopté par des cliniciens, donc des gens comme Laurence et puis comme Alexandra, qui ont un réseau de gens qui connaissent et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Et des adopteurs, comme on appelle en anglais, early adopters, donc des gens qui relativement tôt disent « ouais, ça va être utile ». Après, des événements comme ici, qui sont quand même largement diffusés, où les gens entendent parler de ça, ils vont en parler aussi à leur médecin. Et donc, je pense que c'est un peu comme ça que ça se fait au fur et à mesure. Au Québec, le fait d'avoir fait une grosse étude clinique a vraiment fait en sorte que les gens, ils parlent à leurs voisins. « Ah, t'as mal au genou? Tu sais, j'ai passé une genographie. » Et puis, c'est aussi comme ça que ça se fait. Donc... Et est-ce que l'entrée par le milieu sportif, parce que les sportifs, ils sont fragiles aussi, hein, est-ce que cet examen-là peut permettre une prévention par exemple, s'ils ont un mauvais positionnement et qu'ils ont un geste assez répétitif, est-ce que ça pourrait les aider? Et est-ce que par les médecins du sport, vous pourriez éventuellement proposer des choses? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux sportifs aujourd'hui?
Alors ça, c'est pareil, il faut toujours se dire qu'on ne peut pas tout transposer d'une population à l'autre. C'est ça qui est la difficulté dans le développement d'une technologie. Le genou, c'est beaucoup d'affection. Donc là, par exemple, c'est peut-être pas tout à fait sport, mais quand même, je travaille avec une chirurgienne à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal. C'est des adolescents qui se blessent les ligaments croisés. Donc, c'est une autre façon de rentrer l'appareil et déjà de voir l'impact d'une chirurgie. Et puis, pourquoi pas un jour faire des acquisitions, on va dire, prospectives, donc avant le début de la saison, voir quelle est leur biomécanique en pré-saison, prédire, enfin voir s'il y a des gens qui se blessent, est-ce qu'il y a des liens avec leur déroulement de leur genou. C'est un peu trop tôt encore pour le dire, mais ça fait partie des choses qui sont prévues. Ouais. Mais mesdames, quand vous voyez un genou, avec l'examen, avec la génographie, un genou d'une personne qui n'a pas de plainte majeure, est-ce que vous pouvez en déduire des choses pour son avenir fémoro-patellaire? Alors non, ce n'est pas une boule de cristal, et heureusement. Non, ce qu'on peut voir, c'est effectivement, on peut objectiver des déficiences d'un côté par rapport à l'autre, des déficiences par rapport à une classe de population du même sexe et de même âge. Voilà, et donc essayer de les corriger et puis voir si les exercices proposés permettent de corriger ces déficiences. Mais non, heureusement, on ne prédit pas l'avenir, on ne prédit pas. On peut essayer d'identifier des facteurs prédictifs, mais c'est plutôt des facteurs prédictifs de bonnes réponses ou de mauvaises réponses au traitement. Heureusement que voilà, ça ne prédit pas comment on sera dans 30 ans. On va peut-être prendre quelques questions. Mélanie. Mélanie, oui, Mélanie je suis là. Merci beaucoup pour cet échange à toutes les quatre. Effectivement, il nous reste 5 minutes à peu près. 5 minutes pour prendre quelques questions. Donc, je vous demande de bien vouloir lever la main si ça vous convient. Et on va vous faire passer des petits micros. À droite, là. Alors, il y a déjà une question là. On arrive ici de ce côté après. Allez-y là-haut à gauche. Bonjour mesdames. J'avais 2 questions. La première... Rapide, hein? Bien sûr. Où est-ce qu'on peut se rendre pour réaliser un examen de génographie? Ça, c'est la première. La seconde, est-ce sur prescription médicale ou à titre individuel? Merci. Vous pouvez répondre à Vous allez plusieurs. à Québec, non? Ouais, vous venez au Québec. Il fait un peu froid. Puis Lyon, on ne peut peut-être pas prendre le TGV. Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème, et c'est de ce dont on discutait. Je pense que le vrai levier, là, c'est que maintenant, la génographie s'installe dans des services spécialisés en chirurgie du genou, hein, et comme ça, qui puissent être utilisés par plusieurs praticiens. Là, il n'y a pas j'ai pas d'offre à vous faire là sur Paris, que nous on n'a pas les moyens d'enregistrer un nombre important de patients, et on enregistre les patients dans le cadre d'une question scientifique et clinique qu'on se pose. Donc malheureusement, moi j'ai pas de solution à vous proposer. Mais vous pouvez peut-être participer à des études où on cherche des participants. Paris? Sur Paris? Oui, là on a terminé notre étude, mais bien sûr qu'on va réfléchir à la prochaine question à se poser. Une autre question ici, madame. Un micro qui arrive tout de suite. Allez-y. Oui, bonjour. Je me posais la question de savoir si cet appareil de génographie avait permis ou permettrait aussi d'étudier l'impact des semelles orthopédiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se pratique au Canada, mais en France, c'est vrai qu'assez souvent, il y a un réflexe de la part des médecins de dire je vais vous faire une prescription de semelles, d'une paire de semelles, et finalement, en tant que patient, on se pose la question. Bon, voilà. Alors, il y a un enregistrement qui n'est pas du tout fait avec le même appareil, mais votre podologue va quand même vous faire marcher sur un tapis roulant. Éventuellement, il va avoir une caméra pour essayer de voir votre posture, etc. Vous portez la semelle et vous ne savez jamais bien si ça fait plus de bien ou au contraire si ça fait plus de mal, parce que ça, finalement, en termes de posture, c'est une question. C'est une très bonne question, et figurez-vous qu'on a fait cette étude qu'on n'a malheureusement jamais pu publier parce que, en gros, les données qui ont été récoltées, je me suis rendu compte qu'elles étaient
pas suffisamment fiable. En fait, l'étudiant qui a fait l'étude a sorti des tableaux où, oui, il pouvait faire la différence entre des orthèses, mais quand j'ai voulu revérifier les calculs, il y avait des erreurs et on n'a jamais réussi à retrouver ces conclusions. Donc, je vous dirais potentiellement oui. Après, il faut aussi comprendre que si la semelle change très peu de choses au niveau du pied, ça se peut que ça ne remonte pas en termes de mesure jusqu'au genou. Donc... Et là, je pense que madame, vous abordez quelque chose d'absolument fondamental. Vous mettez des semelles pour avoir moins mal, pour avoir une meilleure fonction, voire une meilleure qualité de vie. Le but de mettre en place des semelles, c'est bien sûr de corriger un déficit postural, mais c'est pas d'avoir un meilleur alignement du membre inférieur. Et dans les études qu'a publié Nicolas, on a pu se rendre compte que l'alignement le plus normal n'était pas toujours corrélé avec la moindre douleur et la meilleure fonction. Vous voyez, c'est deux questions un peu différentes. Cette déficience d'alignement, elle peut vraiment guider le traitement, que ce soit le traitement chirurgical, le traitement rééducatif, mais c'est pas ça qui sera une garantie que vous alliez mieux. On va prendre une dernière question, monsieur, qu'elle doit lever là. Voilà. Super. Tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence sur les techniques bio-inspirées, c'est comme ça que ça s'appelait. Est-ce qu'il y aurait des techniques pour régénérer l'arthrose? Vaste programme, voilà. J'ai envie de dire. Et tous les contacts que vous avez eus, ça vous a permis peut-être d'avoir une meilleure vue? Une des études que j'aimerais faire un jour, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certains types d'injections marchent assez bien, réduisent la douleur chez certains patients, mais pas chez d'autres. Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Régénérer le cartilage. Ah non, bah ça, en tout cas pour l'instant, on n'y est pas, je ne pense pas, malheureusement. Hélas, hélas. Il y a une conférence sur l'arthrose demain. Il sera sûrement question de ça. Donc, passionnante, passionnante. Voilà. Je n'ai pas l'horaire là sous les yeux, mais demain, il y a une conférence avec le professeur Berenbaum. Avec des solutions qui commencent à arriver. Exactement. Bon, ben voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie à toutes les quatre. C'était très intéressant. Et dans quelques instants, nous allons prendre un petit peu de hauteur avec un grand entretien avec la pionnière du chromosome X, Edith Heard, grande généticienne et médaille d'or du CNRS 2024, va nous rejoindre. On vous attend nombreux. À tout de suite.